Je disais donc qu'aujourd'hui, nous allons aborder la question de la disparition de une de nos grandes figures de l'indépendance, à savoir Ruben Ouniobe. Les gens m'ont demandé si je pouvais en parler. C'est un sujet polémique, mais il faudrait bien qu'on l'aborde un jour ou l'autre. Donc, j'ai pensé qu'aujourd'hui, nous pourrions euh, le présenter en fonction de selon ce que j'ai pu découvrir aux archives et puis divers témoignages que j'ai pu recueillir. Je vais essayer, je vais m'efforcer de présenter un peu comment est-ce que Ouniobe est mort. Disons, on va dire la mort de Ouniobe, ça peut être en même temps les derniers jours de Ruben Ouniobe. Ça peut être aussi le titre. Ça, on le sait. Mais ce qu'on sait moins, c'est pourquoi est-ce que cet assassinat a eu lieu, quelles en ont été les circonstances, ça on le sait beaucoup moins. On va essayer de déblayer cette actualité aujourd'hui. Donc l'émission d'aujourd'hui ne parlera pas d'autre chose que de ça. Ce ne sera pas long, mais il y a quand même des choses à dire. La première des choses que l'on doit savoir, c'est que lorsque le maquis se déclenche, Oumniobé est déjà en dehors de, comment on va dire ça, il est déjà, lui, il a disparu de la circulation. C'est lorsqu'il rentre de sa dernière mission de l'ONU, la troisième et dernière, parce que la première avait eu lieu en 52, il est rentré en 53, la deuxième 53, 54, et la dernière mission c'était 54, il est rentré en 55. Donc lorsqu'il descend de l'avion au mois de mars 1955, il est accueilli par une convocation à apparaître au tribunal, à comparaître au tribunal, une plainte d'un certain, je crois que ça devait être un blanc appelé Gélise, et il se réunit avec ses amis, il décide que s'il se présente au tribunal à Douala, on va l'arrêter, on va l'incarcérer. Il est préférable qu'il disparaisse de la circulation. Donc, pour ce qui est de Ouniobe, lorsque les événements de mai 58 surviennent, il n'est plus on va dire, en circulation. Il s'est déjà retiré, il n'est plus à Douala, il s'est déjà retiré dans la forêt de Gouniabel. Gouniabel n'est donc pas impliqué dans les événements que l'on a décrits la dernière fois, à savoir le massacre de Yaoundé ou ceux de Douala, Nkonsamba, Mbanga et autres. Il n'était plus là, il était déjà sous maquis. N'empêche, le haut-commissaire Roland Prey délivre des mandats d'arrêt à qui mieux et tout naturellement à lui-même. Donc le mandat d'arrêt le trouve déjà en dehors de la circulation, ça le conforte de rester en forêt. Il y a la plainte qui court, il y a le mandat d'arrêt, il est recherché. Lui, il est dans la forêt de Mouniabel. Juste une seconde. D'abord, j'ai commis l'impair de ne pas te dire joyeux anniversaire. Comment? J'ai commis la bêtise de ne pas te souhaiter joyeux anniversaire. Tu peux répéter? J'ai commis la bêtise de ne pas te souhaiter joyeux anniversaire. Ah, c'est les gosses qui se font des anniversaires. Moi, je suis Bon, leur et il y vieux. a beaucoup de gens aussi qui te disent joyeux anniversaire. Donc, je retransmets. Donc, excuse-moi Oui, vraiment de merci. t'avoir dérangé. Beaucoup de gens me disent de te dire joyeux anniversaire. Ils sont là connectés. Alors, je me suis dit, je vais me permettre. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais je vais quand même faire un torse à ta règle de arrêter et te dire que tout le monde te dit joyeux anniversaire. Il y a plein de joyeux anniversaires qui arrivent dans mon message ici. Je me suis dit que ça va te perturber, mais ça te fera quand même plaisir. Joyeux anniversaire de la part de tout le monde. Donc, Merci. Mais vous savez, si je dois aligner les bougies, on fait beaucoup, hein. Ça va faire 66 bougies, c'est beaucoup. c'est Même pas pour les éteindre. Il faut...
il faut souffler sur 66 bougies, c'est beaucoup, hein. Moi, je suis déjà parmi les partants. La, 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 la tranche qui est menacée par le Covid-19. Euh, Je te fais quand même remarquer que si tu atteins l'âge de Paul Biya, ce qui est hautement probable, tu as encore une trentaine d'années devant toi. on verra bien, je ne sais pas si je vais... Ah, ok. Ok, je te laisse te reconcentrer dans ton propos. Ah aussi, j'ajoute qu'il y a Gilbert Pascal Nzomo qui voulait que tu parles tu résumes un peu la vie avant de passer à la phase de la mort. Ça, c'est juste un petit propos. Donc, mais c'est tout. Voilà. Je t'arrêterai plus jusqu'à la fin. Promis. Non, mais la vie de Ouniobe, je crois qu'elle est assez connue. Je crains que ça nous éloigne un peu, ça nous retarde un peu. On peut faire aussi une émission entière sur tout ce qu'il a pu faire. C'est les voyages à l'ONU, bon, les congrès, le l'UPC, la création, bon, son action en tant que syndicaliste, on peut en faire une émission. Mais essayons ce soir simplement de nous concentrer sur sa mort. Euh, je crois que c'est déjà pas mal. On peut revenir sur la vie de Ouniobe entièrement. Qu'est-ce qu'il disait dans ses discours à l'ONU, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois? Qui est-ce qui allait le contredire là-bas? Comment est-ce que les autres partaient? Lui, il bénéficiait du soutien, on va dire, du soutien populaire. Les gens cotisaient l'argent pour lui acheter le billet d'avion, le transport. Lorsqu'il arrivait à Paris, il était accueilli par des militants anticolonialistes. Et puis, même lorsqu'il partait à New York, il était toujours accueilli là-bas par des militants anticolonialistes américains. Bon, on peut parler de tout ça. Il y a ses séjours en France, il avait effectué certains stages dans le cadre de la CGT, c'est la Confédération Générale du Travail. Euh, Puis il était plus ou moins soutenu par le Parti communiste français, ce qui a valu que l'on dise que c'est un communiste et que l'UPC est un mouvement communiste. Donc, on peut parler de tout ça, mais essayons aujourd'hui de nous en tenir au thème, à savoir la mort de Ouniobe, comment cela s'est passé. Donc, j'étais en train de dire que lorsqu'il revient de son dernier voyage à l'ONU, celui de 54, parce qu'il partait toujours au mois de décembre, vous savez que la session de l'ONU commence en septembre, elle se clôture en décembre, donc lui, il partait toujours de préférence fin novembre ou début décembre pour intervenir en tant que pétitionnaire, parce que nous étions en territoire sous tutelle des Nations Unies et l'accord de tutelle donnait le pouvoir aux populations concernées par la tutelle, soit d'envoyer des pétitions, soit d'envoyer des personnes qui viennent elles-mêmes parler, exposer leur thèse. Et le conseil de tutelle disposer ainsi d'un moyen assez, bon, on va dire assez efficace pour vérifier si ce que les Français et les Anglais disent dans leur rapport annuel est exact. Ils pouvaient donc interroger les gens qui viennent, les recevoir et recevoir aussi des pétitions écrites des gens, des sortes de plaintes. Et enfin, je vous avais dit la dernière fois, une des dernières fois qu'il y avait des missions de visite qui étaient il y en a eu une en 49, la première, la deuxième en 52, la troisième en 55, la quatrième en 58. Donc, il y en a eu 4. Les missions de visite étaient composées d'une vingtaine de diplomates de différents pays qui étaient donc à l'ONU et qui venaient au Cameroun et sillonnaient le territoire pendant à peu près un mois et demi. Ils interrogeaient le plus de gens possible, rencontraient le plus de gens possible et autres. Donc, c'est à la faveur de l'accord de tutelle que l'émission de visite se tenait. C'est à la faveur de l'accord de tutelle que Ouniobe se rendait à l'ONU en tant que pétitionnaire et pour les auditions et autres. Donc, lorsqu'il rentre de son dernier voyage au mois de partir en décembre 54, il rentre en mars 1955. Il était resté un peu longtemps en France à rencontrer des gens à gauche, à droite, à accorder des interviews dans différents journaux, rencontrer des journalistes, des syndicalistes et autres, des hommes politiques africains, parce que Paris était, après tout, la capitale, la métropole coloniale. Donc, c'était le lieu de rencontrer beaucoup de personnes. Et il rentre donc au Cameroun et à sa descente d'avion, on lui décerne un mandat à comparaître. Il devait comparaître, comment on appelle ça, au tribunal à Douala, une plainte contre lui, une plainte qui avait été déposée par un certain Gélis qui devait
on lui avait donné la date et ses amis et lui se sont réunis. Ils ont conclu que c'était l'administration coloniale cherchait à l'arrêter. À l'issue de cette audience, il ne sortirait pas libre. Donc, il était préférable qu'il disparaisse de la circulation. Voilà comment est-ce que Oumignobe disparaît de Douala. On ne sait plus là où il est. En fait, il est parti se réfugier dans la forêt de Goumniébel. Lorsque les émeutes de 55 éclatent, il n'est pas directement concerné puisqu'il n'est plus là. Donc, mais il lui est décerné un mandat d'arrêt en sa qualité de secrétaire général de l'UPC. Je vous avais dit la dernière fois que Moumié avait réussi à s'échapper. Il est parti à Kumba, où Andier et plein de cadres de l'UPC ont pu se sauver et aller à la zone anglaise, comme on l'appelait. C'est-à-dire que vous savez, le Cameroun était divisé en deux. Il y avait la zone française à l'est et puis la zone anglaise à l'ouest. Bon, ces appellations ont aujourd'hui disparu, mais moi, je les ai trouvées pratiquement jusqu'aux années 1970. Les gens continuaient à dire, je m'en vais en zone anglaise. Ça voulait dire, ils partaient au Cameroun occidental. Donc, Moumié, Ouandié et d'autres, Abel Kingé, Marthe Moumié, tout ça, Oumou Gertrude, je crois qu'il y avait aussi Jean-Paul Sindé, quelque chose comme ça. Ils ont réussi à s'échapper, à ne pas se faire arrêter. À l'issue de la semaine du 25 mai 1955, ils sont retrouvés à Kumba. C'est là-bas qu'ils ont donc reconstitué, on va dire, le staff de l'UPC. Donc, Oumignobe n'est pas concerné par les massacres, mais il est un mandat de dépôt lui est décerné. Bon, voilà donc quel est le problème qui se pose. Il faut maintenant relocaliser, il faut enlever l'interdiction de l'UPC. Il y a toute cette bataille qui se mène. Bon, apparemment, ça va aboutir, ça ne va pas aboutir, on avance pas. Finalement, la date des élections est fixée. Et bon, et la date de dépôt des candidatures est également fixée. Parce que ce scrutin avait été anticipé. Les élections devaient se tenir normalement, je crois, en avril 57. Mais on a anticipé le scrutin d'abord en novembre et puis on a repoussé en décembre 56. C'était le scrutin qui devait donner naissance au premier gouvernement camerounais qui a été formé donc le 15 mai 57. Ce scrutin devait également donner au Cameroun le statut de Cameroun. C'était une sorte de constitution avant l'indépendance. Et ce scrutin était donc dans le cadre de la loi cadre de fer, de l'autonomie interne. C'est-à-dire que le gouvernement français consentait enfin à nous donner un pouvoir législatif, c'est-à-dire que désormais nous allions pouvoir élaborer nos lois et nous allions avoir notre gouvernement avec seulement en moins les affaires étrangères, les finances et l'armée, des petites choses comme ça. Mais sinon, ils nous ont remis la possibilité de former le gouvernement dans toute l'Afrique coloniale française, comme on disait à l'époque, à travers la loi cadre de fer. Donc, ces élections étaient fondamentales. Et l'administration coloniale avait jonglé pour empêcher que l'UPC n'y prenne part. L'UPC n'a donc pas pu déposer à temps ses dossiers à l'administration. Lorsque l'UPC s'en rend compte, l'UPC tient une réunion au début du mois de décembre, le 3 décembre 1956, et l'UPC crée ce qu'ils ont appelé le CNO. Le CNO, c'était le Comité national d'organisation, donc la branche armée de l'UPC. Il décide donc de créer la branche armée de l'UPC, première grande décision. Et maintenant, le groupe qui est parti à Kumba, qui vivait à Kumba, qui s'était exilé à Kumba, décide que ces élections, puisque l'UPC ne peut pas y participer, il faut les boycotter. Il faut les boycotter de manière violente. Donc, voilà la décision qui est prise à Kumba, empêcher l'organisation de ce scrutin le dimanche 23 décembre 1956. La veille de la semaine, donc, de la dernière semaine de la campagne électorale, dans la nuit du 18 au 19 décembre 1956, dans la nuit de mardi à mercredi 18-19 décembre 1957, le CNO, le Comité national d'organisation, lance ses attaques.
il lance ses attaques, il coupe les lignes de chemin de fer, la ligne de chemin de fer entre Douala et Edea et Zeka, il coupe le chemin de fer, il coupe le fil téléphonique. À l'époque, c'était le téléphone avec fil qui reliait les villes. Donc, il le coupe et deux candidats sont assassinés. Deux candidats sont assassinés, à savoir le docteur Delangue, qui était médecin à l'hôpital de DA, et puis son colistier Puma, parce que eux, ils avaient refusé le boycott. Le UPC a prôné le boycott, ils s'y sont opposés. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas écouter ce scrutin. Si l'UPC n'a pas pu y participer, bon, on peut participer également en reprenant les thèmes de l'UPC, en défendant la thèse de l'UPC. On va faire une émission spéciale sur ça, donc je déblaye seulement le terrain. Eux, ils se sont portés candidats. Il y a eu, or, l'UPC avait déjà prôné le boycott, non seulement le boycott, mais un boycott actif, à savoir qu'il fallait saccager les bureaux de vote partout où il y avait à avoir élection, et même agresser physiquement les candidats, sans oublier les personnes qui viendraient assister à qui viendraient voter. Il fallait les agresser. Ça a été le boycott actif, c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Donc, à la veille des élections, dans le cadre de ce boycott actif, deux candidats sont assassinés. Docteur Delangue est assassiné à la machette. Mpuma est assassiné à la machette. Mpuma, là, c'était le père du ministre Léonard Klono Mpuma qui sera ministre par la suite, le ministre d'Amadou Ahidjo. Et le troisième candidat, lui, il a échappé. Monsieur Lormont Antoine. Monsieur Lormont Antoine, quand les éléments du CNO sont venus le surprendre chez lui, il a réussi à sortir par la porte arrière de sa maison la nuit. Et il a disparu dans la plantation de cacao. On a tiré dans le noir, mais le coup de feu ne l'a pas atteint. Donc, Lormont Antoine a échappé à l'assassinat. C'était la liste des 3 candidats de la Sanaga maritime. 2 ont été assassinés. Un y a échappé, Lormont Antoine. Je l'ai connu, Lormont Antoine. Il avait été notre intendant au lycée Leclerc quand j'entrais en 6e. Et il avait été, avant cela, il avait été ministre sous le gouvernement d'Embida. Lormont Antoine, je l'ai bien connu, un monsieur rond comme ça, plutôt plaisant. Voilà donc le scrutin de dimanche 23 décembre 1956 est émaillé d'énormes violences en Sanaga maritime. En conséquence, il y a un grand boycott. Dès le lendemain, lundi 24 décembre 1956, l'armée française est entrée en action. En réaction à la violence de la semaine, l'assassinat de ces 2 candidats et le saccage des bureaux de vote en Sanaga maritime, parce qu'il y avait eu réellement un boycott en Sanaga maritime, un peu moins prononcé dans le Vouri, mais très prononcé en Sanaga maritime, par adhésion, oui, mais aussi par les récits de la violence. Voilà donc que l'armée française entre en action. Mais elle se met Oumiobe a un texte là-dessus où il décrit ce que l'armée française a commencé à faire dès le lendemain du scrutin, donc le lundi 24 décembre 1954, c'est là que l'armée française entre vraiment en action en Sanaga maritime. Bon, nous n'allons pas nous étendre sur ça, sur ce que l'armée française a fait en Sanaga maritime. Ça mérite aussi toute une émission. Bon, donc, maintenant, il y a problème. L'UPC est allée dans le sous-maquis parce qu'elle n'a pas participé aux élections. Voilà le problème. S'il faut éteindre le maquis, c'est une solution politique qu'il faut apporter. C'était le thème de l'époque. Et la solution politique de l'époque consistait à trouver une parade, une possibilité pour que l'UPC revienne sur la scène légale. En tout cas, dispose de la possibilité d'aller à l'Assemblée, d'aller au Parlement. Le débat va donc s'ouvrir. Ça, les gens en ont longuement parlé, à savoir des émissaires. Il fallait faire sortir Oumiobe du maquis. D'abord, la première des démarches, qui est moins connue, c'est celle de Sopo Priso. Sopo Priso a entrepris auprès du haut-commissaire, cette fois-là c'était déjà Mesmer, a entrepris auprès du haut-commissaire et du gouvernement français à Paris d'organiser une élection partielle dans la Sanaga maritime, puisque 2 candidats avaient été assassinés, donc il n'y avait pas eu d'élus en Sanaga maritime, et pas eu d'élection.
le 23 décembre 56. Donc, Soko Priso et d'autres personnes ont obtenu l'accord de principe d'organiser une élection partielle en Sananga-Maritime pour permettre à Oumyobé d'être candidat. Je dois préciser que la Sananga-Maritime, à l'époque, ce n'était pas celle d'aujourd'hui. La Sananga-Maritime de l'époque, c'était l'Union Ekele et l'actuel Sananga-Maritime. Donc, c'était pas la seule Sananga-Maritime d'aujourd'hui. C'était l'Union Ekele était là-dedans. C'était comme ça. Elle couvrait donc l'actuelle province du littoral et du centre. Donc, on décide de réorganiser, d'organiser une élection partielle en Sananga-Maritime à laquelle sera convié Oumyobé et on va tout faire pour qu'il soit élu. Mais on passe rapidement. Oumyobé n'accepte pas de participer à ce scrutin. Beaucoup de personnes à l'époque lui disent non, tu viens de commettre une erreur. Il fallait participer à ce scrutin. Il fallait rentrer à l'Assemblée. Je n'ai pas d'opinion particulière là-dessus, mais je vous présente les différentes thèses. Peut-être avec recul ou autre, mais si Oumyobé avait été à l'Assemblée, il faut rappeler que Sékou Touré était député. Sékou Touré était député. Sékou Touré qui a quand même dit non à la France en 58, c'est-à-dire 2 ans plus tard. Ça, c'est le côté des colonies françaises. Il faut aussi citer le cas d'Nkrumah. Nkrumah était député. C'est en étant député que Nkrumah a obtenu l'indépendance le 6 mars 1957. Donc, qu'est-ce qui ne nous dit pas que Oumyobé, une fois à l'ONU, qu'on appelle ça à l'Assemblée, élu dans le cadre d'une élection partielle qui lui était destinée, bon, il allait avoir la possibilité de recommencer à aller à l'ONU, de commencer les pétitions et autres. Le cours de l'histoire allait forcément changer. En tout cas, il a refusé les élections partielles. Maintenant, il y a eu d'autres négociations. Celles-là sont plus connues. Monseigneur Mongo a rencontré Pierre Mesmer, lui a dit non. Monseigneur Mongo était évêque archevêque à Douala, et il dit non, je vais aller le rencontrer. Mesmer lui envoie son avion à Douala, il le transporte, il vient discuter longuement avec Mesmer, et il convient que, bon, va donc dans le maquis, lui demander de sortir du maquis. Là, les thèses divergent. Je vous donne les 2 thèses. L'une des thèses est que le Premier ministre avait envoyé Mongo et que, dans un premier temps, Oumyobé avait posé des conditions au nombre desquelles bon, qu'on reconnaisse l'indépendance, que la violence cesse et autres. Mongo serait rentré rencontrer le haut commissaire. Le haut commissaire a dit, mais ce qu'il me demande là, ce n'est pas moi qui peux le décider. Mais, ça vient de Paris, mais gardons la porte ouverte. Mongo dit, bon, je retourne avec de nouvelles propositions. Mongo est rentré, et cette fois-là, semble-t-il que Oumyobé, au-delà de dire que l'armée française s'en aille et qu'on proclame l'indépendance, Oumyobé aurait demandé le poste de Premier ministre, et que bon, la condition pour qu'il sorte du maquis est qu'il soit désigné Premier ministre du Cameroun à la place d'Nbida. Ça, c'est une thèse qui circule, et bon, évidemment, lorsque Mesmer a reçu cette contre-proposition de Oumyobé, il a dit, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, voilà comment est-ce que le dialogue entre Mesmer et Oumyobé a été clos. J'ai une autre version qui est celle de Madame Moumié, elle a écrit cela, elle a développé dans son livre que je vous avais présenté la dernière fois. Vous la trouverez dans ce livre. Dans le livre, le titre c'est Victime du colonialisme, où elle parle de mon mari Félix Moumié. C'est Marthe Moumié qui a écrit ce livre. Elle parle du colonialisme. Et dans ce livre, elle annonce la thèse contraire. Elle annonce la thèse contraire, à savoir que ce n'est pas Oumyobé qui a parlé du poste de Premier ministre, c'est plutôt Moumié, c'est plutôt Mesmer. C'est plutôt Mesmer qui a demandé à Oumyobé de devenir Premier ministre à la place d'Nbida. Et Oumyobé a répondu que mais comment est-ce que c'est le Blanc qui vient décider qui doit être Premier ministre au Cameroun et qui ne doit pas l'être. En tout cas, c'est la thèse de Madame Moumié. Elle me l'a dit oralement, elle l'a reconsigné dans son livre que je viens de vous présenter, Victime du colonialisme. Donc, Oumyobé aurait reçu
la proposition de Mesmer de devenir Premier ministre, il aurait, selon Mme Marthe Moumier, il aurait rejeté en disant non, il ne nous revient pas il ne revient pas à la France de désigner qui doit être Premier ministre au Cameroun, c'est à nous de le décider. Bon, bref, les deux thèses sont là. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas eu entente. Les pourparlers ont donc avorté. Les pourparlers pour faire sortir Oumyobé du maquis. Oumyobé n'étant pas parvenu à un accord avec l'administration coloniale, la guerre s'est intensifiée. Nous n'allons pas rester longtemps sur le maquis de la Sananga-Maritime parce qu'on peut aussi en faire une émission. La guerre s'est intensifiée. Donc, deuxièmement, maintenant, il était question de trouver une formule pour que Oumyobé ne soit pas liquidé au cours de cette guerre. Tout autour de Oumyobé, les gens se sont mis à mourir, ses proches se sont mis à mourir. C'était l'hécatombe. L'armée française avait 1000 fois plus de moyens que le CNO, Comité national d'organisation, à savoir l'armée que l'UPC avait créée. Elle était constituée de qui? D'anciens combattants, des gens qui avaient une formation sommaire de la guerre. Quand les anciens combattants ne commandaient rien pendant la guerre, c'était des tirailleurs. Ils avaient la bravoure, mais ils n'avaient pas le savoir nécessaire pour conduire une guerre moderne. C'était le rapport de force. Le rapport de force était extrêmement défavorable aux forces de l'UPC. C'était une guerre ingagnable. C'était une guerre totalement ingagnable. Lorsque Oumyobé, autour de lui, les gens commençaient à mourir. Il y a des gens qui tenaient à ce qu'il ne meure pas, ont recommencé à négocier sa sortie du maquis. Le problème de la sortie du maquis de Oumyobé a recommencé à se poser en disant, s'il continue à demeurer dans le maquis, on va le tuer. Il faut qu'il sorte du maquis. Cette guerre est ingagnable. Le CNO ne peut pas gagner la guerre face à l'armée française. L'armée française est 100 fois plus outillée. Elle a l'expérience. Ses troupes proviennent de l'Indochine, où elles viennent d'être battues, mais elles ont acquis une expérience phénoménale. D'autres proviennent d'Algérie, où la guerre d'Algérie a été déclenchée en novembre 1954. Donc, elles ont du matériel à revendre. En termes de force en présence, on dénombre à peu près, du côté du CNO, en Sananga-Maritime, à peu près 1000-1200 hommes. Et l'armée française, mais ces hommes avaient quoi? Ils avaient des machettes, ils avaient les mains nues, ils avaient les quelques petits pétards qu'ils arrachaient dans les gendarmeries quand ils faisaient les coups. Tandis que l'armée française avait des équipements, les hélicoptères, les voitures, les armes à profusion. Et l'armée française avait commencé à regrouper les populations dans on va dire, des villages prisons. Et ils avaient demandé quiconque était trouvé dans des zones non autorisées était abattu. Les gens ont donné quelques heures aux populations d'aller se ravitailler dans les champs. Et sinon, quiconque était surpris en forêt, au-delà de ces heures-là, était abattu. Donc, les conditions de vie étaient devenues extrêmement pénibles en Sananga-Maritime. La mort rôdait, les Français tuaient. L'armée, le CNO ne faisait pas l'affaire face à l'armée française. Hein. Le CNO ne faisait pas l'affaire. Donc, nombre de patriotes ont dit il faut qu'on sauve Oumyobé. Il faut absolument que l'on sauve Oumyobé. Sinon, il va se faire tuer. Et les gens sont parvenus à le convaincre que Oumyobé, il faut sortir du maquis. Et en plus de cela, Oumyobé est tombé malade dans le maquis. Il était, d'abord, la première maladie, on n'en parlera pas. On va surtout parler de celle de la deuxième, c'était le palu. Il a été atteint d'un palu très grave sur le maquis, en forêt. Bon, c'était un peu normal. C'est la saison. Là-bas, il y a l'humidité, il y a la pluie, il y a les moustiques et tout. Le palu le secouait énormément. Voilà donc comment, parmi les personnes qui voulaient qu'il sorte de maquis, il y avait Eyidi Bébé. Eyidi Bébé, c'était le frère aîné de Francis Bébé, le guitariste et poète et romancier. Donc, Eyidi Bébé, qui était déjà en relation avec Oumyobé, il avait publié en novembre 1957 un article de Oumyobé sous maquis. Il avait publié dans son journal L'Opinion au Cameroun et Mbidala avait fait arrêter. Mbidala avait fait arrêter Eyidi Bébé, l'avait jeté en prison. Bon, Eyidi Bébé n'est pas resté longtemps, je crois qu'il a été libéré en décembre 1957, mais il était en relation avec Oumyobé au maquis. Donc, Eyidi Bébé a vraiment insisté auprès de Oum que sort du maquis, viens me trouver à Douala. Et Oumyobé
lui a également fait comprendre qu'il était très malade. Et il lui dit, mais ça tombe même bien, puisque moi je suis donc médecin, viens te faire soigner chez moi à Douala. Donc, Oumniobé est sorti du maquis, euh, selon de nombreux recoupements, il a voulu revoyager dans un fût à l'arrière d'un camion. Voilà comment il est arrivé à Douala. Il est arrivé à Douala, il a rejoint Eili Bébé dans sa clinique. Eili Bébé l'a interné en cachette. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de perfusion, hein, c'était plutôt les Kinemax et autres. Et il lui a posé les mains sur la tête en disant, mais tu es à l'article de la mort, tu es si maigre, mais c'est terrible, ce palu va te tuer, il faut que je te soigne vraiment. Oumniobé étant donc à Douala, évidemment, l'UPC, le staff de l'UPC à Douala en a été informé. Et ils ont décidé de tenir une réunion au cours de laquelle le problème de la sortie du maquis soit enfin débattu. Oumniobé va se faire tuer au maquis. Il ne faut plus qu'il y retourne. Bon, pour d'autres, non, il faut qu'il retourne, même si la situation est désespérée, il faut être courageux, il faut être, comment dire, persévérant, on va réussir à renverser la vapeur. Ceux qui étaient contre le retour de Oumniobé insistaient sur le fait que, à la différence du Front national, du Front de libération nationale de l'Indochine, qui avait un arrière, qu'on appelle ça, un sanctuaire. Le FLN recevait les armes de la Chine. Il soutenait énormément. Et puis, le FLN, c'est tout, pouvait se replier en Chine quand ça tournait mal. Mais dans le cas de l'UPC et du CNO, Comité national d'organisation, il était cerné par l'armée française. La Salanga maritime se trouve en plein territoire camerounais. Et ce n'est pas un territoire, c'est peut-être pas à une frontière. À supposer même que la Salanga maritime fût à une frontière, toutes les frontières étaient cernées. Du côté du Nigeria, c'était l'administration britannique. Il était hors de question de soutenir un mouvement militaire au Cameroun pour l'indépendance. Si ça avait été à l'Est, c'était toujours l'armée française, c'était toujours la France. Donc, la thèse de que cette guerre est ingagnable parce qu'il n'y a pas moyen d'être ravitaillé, il n'y a pas de troupes, et puis l'hécatombe est terrible. Non seulement les combattants meurent, mais les villageois meurent, les champs sont détruits, les plantations sont détruites, les villages sont rasés. Il faut y mettre fin. Et il faut que Oumniobé sorte du maquis. Et maintenant qu'il est ici à Douala, qu'il ne rentre pas. Il ne faut pas qu'il rentre. Donc le débat s'est tenu toute la nuit jusqu'au matin. Bon, évidemment, on ne peut pas dire que l'administration camerounaise française n'était pas au courant. Douala, en 1958, c'était quoi? Puisque moi, j'ai passé mon BPC au lycée Dios en 1971. Le goudron s'arrêtait au rond-point d'Edo. Oui. Donc, la ville finissait même avant l'actuel hôtel Lundé. Voilà, à l'époque, c'était quoi? La ville finissait aux douches municipales. Les douches municipales, la ville était finie. La cité des douanes était un peu une sorte de banlieue de Douala. La cité des douanes, la vieille cité, bon, elle est un peu je crois qu'on l'a rasée, mais à l'époque, c'était. Donc, Douala était une petite ville de rien du tout. Donc, Oumniobé ne pouvait pas être à Douala sans que l'administration coloniale française ne le sache. Donc, quelque part, on peut dire que l'administration coloniale française a laissé faire en disant, ah, ben voilà, peut-être qu'il va sortir du maquis, et puis on va maintenant trouver une solution politique à ce dossier qui devient encombrant. Mais lorsque Oumniobé revient le matin auprès comment on appelle, de Yidi Bébé, il lui dit, je retourne au maquis. Yidi Bébé lui dit, mais c'est pas possible. C'était donc le 31 août 1958. Oumniobé dit, non, on a décidé au cours du débat que je dois rentrer au maquis. Mais Yidi Bébé lui dit que, mais si tu retournes au maquis, soit on va te tuer. Regarde, tout le monde est mort autour de toi. Ça meurt. Soit on va te tuer, soit le palu que tu as en toi, là, les quelques Kinemax que je t'ai injectés là sont totalement insuffisants. Il faut que je te garde ici au moins 2 bonnes semaines à te soigner, à te requinquer pour que ce palu ne t'emporte pas. Tu vas mourir soit des balles de l'armée française, soit du palu. Bon, Oumniobé a insisté qu'il rentre. Donc, Oumniobé et Yidi Bébé, le docteur Yidi Bébé se sont séparés le 31 août 1958. Lorsque Yidi Bébé lui disait au revoir, il lui a dit adieu. Je suis convaincu que nous ne nous reverrons plus parce que soit on va te tuer,
soit le palu va te tuer. En tout cas, tu vas à la mort. Oumyobé rentre donc sous maquis, toujours par le même canal, évidemment, avec la tolérance de l'administration française, parce que moi, je me souviens, étant gosse, il y avait un tel contrôle entre Douala et Déa qu'un camion ne pouvait pas circuler comme ça sans qu'on découvre ce qu'il y a dedans. Peu importe, en tout cas, il a réussi à retourner dans le maquis jusqu'à Bougnébel après avoir reçu quelques Kinimax à la clinique de docteur Yidebebe, dont Oumyobé rentre. Parmi les Français, il y avait beaucoup qui ne voulaient pas de la mort de Oumyobé. Puisque déjà l'UPC était soutenu, et il y avait beaucoup d'anticolonialistes parmi les Français qui étaient ici au Cameroun. Non seulement parmi les fonctionnaires de l'administration, mais aussi parmi les colons. Donc, il y avait des fonctionnaires qui n'étaient pas pour le système colonial, pour le régime colonial. Et un de ces fonctionnaires, contre toute attente, le directeur de la police, le commissaire Carrère, c'était un Français, le commissaire Carrère était un de ces Français anticolonialistes. Le commissaire Carrère, en sa qualité de directeur de la police, dont il contrôlait le renseignement. Il avait été informé de la décision que comme Oumyobé est retourné au maquis, alors qu'on s'attendait déjà à une solution politique. Donc, il sort du maquis, bon, on peut le mettre en prison, et puis, bref, on va trouver comment faire ce que, bon, qu'il ne meure pas, et puis, une fois sorti, le maquis va être découragé, le maquis ne va plus continuer. La guerre va s'arrêter, beaucoup de sang a déjà coulé, les villages sont rasés, bon, après, il faut mettre fin à cela. Mais voilà que Oumyobé rentre et Carrère fait partie des gens qui se disent mais comment est-ce qu'il est rentré? Ne voit-il pas que le rapport de force lui est totalement défavorable? Le CNO ne peut absolument rien face à l'armée française. Donc, et là, c'est Kodok qui sort cette information, Augustin Frédéric Kodok, dans son livre intitulé, comment était encore le titre du livre, Ne pas oublier pour bâtir demain. C'est un livre que Kodok a écrit en 2007. Je l'ai acheté et j'ai donc pris un témoignage de Kodok. Le point de vue de Kodok. Kodok nous informe donc dans ce livre que le commissaire Carrère, patron de la police, aurait dépêché un de ses subalternes, un certain nommé Mbongbok Tongman, auprès de Oumyobé parce qu'il avait su en sa qualité de patron de renseignement, qu'il était cousin de Maïmati. Donc, il lui avait dit, bon, je te mets en mission. Il écrit une lettre à Oumyobé en disant, va donner ça à Maïmati. Maïmati va lui remettre la lettre dans laquelle je lui dis, écoute, l'ordre a été donné de te tuer. On va te tuer. Le mieux, ce qu'on peut faire maintenant est que moi, je te récupère, tu sors du maquis, je te donne rendez-vous entre Bougnébel et un pont, le pont de la rivière Djel. C'est un pont, c'est comme ça que c'est un pont dans le secteur. Donc, c'est un petit secteur de peut-être 3 ou 4 kilomètres. Moi, je te donne rendez-vous là. Je vais faire la navette avec mes 2 chevaux, moi-même au volant. Je vais aller dans un sens, je gare, je reviens. Quand tu vas entendre passer une 2 chevaux plusieurs fois, sache que c'est moi. Tu sors du maquis, je te récupère. Bon, on va dire qu'on t'a arrêté et tout, mais à partir de là, ce sera une solution politique, ça va devenir encombrant, il faut te libérer, machin. Et puis, il n'y aura plus de raison de te tuer. Et donc, viens donc à ce rendez-vous. Alors, selon Augustin Frédéric Kodok, dans son livre, la lettre a été effectivement portée par un Mbongbok Tongman. Mbongbok Tongman est parti avec la lettre, selon Kodok. L'a-t-il remise à Maïmati, qui devait la remettre à son destinataire? On ne sait pas. Selon Kodok, on ne sait pas. Peut-être que Maïmati a reçu la lettre, il ne l'a pas transmise à Oum. Peut-être qu'il l'a transmise, on ne sait pas. En tout cas, le commissaire Carrère a fait sa navette pendant une semaine durant. Il démarrait sa 2 chevaux, il passait à faible allure, 20-25 à l'heure, histoire de bien faire en sorte que si quelqu'un est caché dans les fourrés, qu'il entende le bruit de la 2 chevaux, très caractéristique, qu'il vérifie qu'il n'y a personne dedans et autres. Bref, Oumyobé n'est pas sorti du maquis.
Donc, est-ce qu'il a reçu la lettre? Est-ce qu'il l'a pas reçu? Est-ce qu'il a reçu la lettre? Il a refusé de sortir du maquis. Est-ce qu'il l'a pas reçu? On ne saura jamais. Donc, le 13 septembre, ça maintenant, ça vous savez, le 13 septembre, c'était un samedi matin. D'abord, quelques jours avant, je crois 2 ou 3 jours avant, Ouniobe a échappé à l'arrestation. Il était en train de se laver dans une rivière et on a dû lui dire que sauve-toi vite, l'armée française arrive. Donc, il a eu juste le temps de ramasser ses effets et de courir. Moins de 5 minutes après, l'armée française est arrivée sur le lieu. Donc, il avait été... l'armée française disponible de renseignements qu'il est en train de se laver à cet endroit. Donc, ça a loupé. Et ce fameux samedi, il y a donc 2 thèses. La thèse qu'on appelle Georges Chaffard, qui écrit les carnets secrets de la décolonisation. C'est dans le tome 2, le tome rouge. Je ne l'ai pas là, ce sont les livres que la gendarmerie avait ramassés chez moi lorsqu'il m'avait arrêté. Mais selon Georges Chaffard, ils sont l'armée française s'est battue, elle avait le renseignement de l'endroit où se trouvait, du coin de la forêt où se trouvait Ouniobe, du maquis. Et ils sont arrivés, ils se sont rendus compte d'une présence il n'y a pas longtemps à cet endroit-là. Ils se sont mis à fouiller tout autour. C'est là qu'ils ont découvert Ouniobe caché. Ouniobe a démarré en courant et ils ont tiré sur lui. Mais au moment où ils arrivaient, selon maintenant d'autres sources, Mahi Mathieu aurait eu le besoin de se soulager. Et c'est pour ça qu'il avait quitté l'endroit là et il a échappé à la mort. Et donc, on a tué Ouniobe, il courait, on l'a tiré sur le dos. Dans le dos, il est mort en tombant. Bon, il tenait une mallette. La mallette est partie tomber dans les fourrés. Et la patrouille est rentrée je crois que ça devait être à Ezeka. Quand la patrouille a rendu compte que mais il y a un type là qu'on a tué, il avait une mallette et tout, c'est là qu'on a dit, ah, mais ça peut être Ouniobe. Ils sont donc revenus, les militaires français sont revenus et se sont mis à fouiller de nouveau, ils ont retrouvé le corps, ils ont pris la mallette, ils sont rentrés avec, bon, cette version, tout le monde la connaît, elle est celle du livre de Georges Chaffard, les carnets secrets de la décolonisation. Il y a l'autre version, celle de David Datissa, avec les Delmonte, là, les Français, qui n'est pas très loin. Celle-là dit qu'on avait, il y avait un guide, bon, une jeune fille appelée Ngomangele, qui ne jurait que par sa mort. Bon, ou alors elle avait été torturée. Vous savez, l'armée a ses méthodes. Hein. Bref, c'est elle qui les aurait conduits en disant, ils ont trouvé Ouniobe en train de sucer des oranges tout près d'un rocher. Il l'a montré de doigt en disant, voilà Ouniobe. Et c'est là qu'on a tiré sur Ouniobe, il est mort. En tout cas, il y a ces 2 versions. On a ramené le corps et bon, il y a aussi la thèse selon laquelle on avait plombé le corps et autres. Il y a une 3e version. Il y a une 3e version qui dit que on l'aurait pas tué en brousse. On l'aurait capturé, on l'aurait amené à Yaoundé auprès de Mesmer, Pierre Mesmer, qui était le haut commissaire de la France au Cameroun. Et on lui aurait demandé d'abandonner le maquis et d'abandonner ces histoires d'indépendance. Il aurait refusé et c'est là qu'on l'aurait assassiné là-bas à Yaoundé, puis on aurait ramené son corps à Ezeka. C'est une thèse qui est comme elle est. Hein. Moi, je vous présente toutes les thèses. Donc, bref, une chose est retenue, c'est que c'est le 13 septembre 1958, c'était un samedi au matin que Ouniobe a été assassiné. Voilà ce que je peux vous dire de l'assassinat de Ouniobe. Donc, en résumé, Ouniobe, lorsque l'on lance les mandats d'arrêt, il n'était pas concerné au premier chef parce qu'il n'était pas les mandats d'arrêt à la suite des émeutes du mois de mai 55. Il n'était pas concerné au premier chef, mais on l'a recherché en sa qualité de secrétaire général de l'UPC. Et deuxièmement, il avait un mandat d'amener, enfin pas mandat, mais disons, il avait une plainte au palais de justice de Douala à laquelle il a refusé de déférer parce qu'il avait compris que c'était l'occasion pour lui de se faire arrêter à l'issue de l'audience. On allait lui décerner un mandat d'arrêt là à l'audience. Et lorsque toutes les démarches pour l'annulation du décret d'interdiction de l'UPC n'ont pas abouti et que finalement la date de dépôt du dossier a été atteinte, donc l'UPC a décidé 2 choses. Premièrement, de créer son armée
à qui elle a attribué le nom de CNO, Comité national d'organisation, CNO. C'était le 3 décembre 1956. Et maintenant, le groupe de Kumba, donc Moumien, Oum et autres, ils ont décidé, ils ont proclamé le boycott actif du scrutin du 23 décembre 1956. Comme l'UPC ne peut pas y participer, il n'y aura donc pas élection. Et le boycott actif, c'était donc agresser tous ceux qui seraient candidats et agresser aussi ceux qui allaient aux urnes et saccager les urnes. Donc, c'est à partir de ce mot d'ordre que 2 des 3 candidats, des personnes qui, eux, avaient refusé le boycott et qui avaient constitué une liste, à savoir le docteur Delangue, M. Mpouma et Lemont Antoine, donc les docteur Delangue et Mpouma ont été assassinés cette nuit-là. Docteur Delangue à la machette, Mpouma, Delangue et Mpouma à la machette. Lemont Antoine a échappé au puits de feu. Donc, il n'y a pas eu élection ce soir, cette nuit-là. Il y a eu assassinat et le dimanche, avec tous les saccages qu'il y a eu, il n'y a pas eu élection. Donc, voilà comment on peut résumer. Oumniobé se retrouvait dans le maquis, il fallait tout faire pour le faire sortir du maquis. On a proposé une élection partielle qu'il a refusée. Selon cette thèse, on lui aurait proposé le poste de Premier ministre, ou bien c'est lui qui a proposé le poste de Premier ministre à Mesmer. En tout cas, les pourparlers n'ont pas abouti. Énormément malade, Aïe Bébé a réussi à le faire sortir du maquis pour le soigner, et pendant sa présence à Douala, il y a eu de grandes assises de l'UPC au cours desquelles on devait débattre de son retour ou pas au maquis, et puis il a été décidé qu'il doit rentrer au maquis, et il est rentré au maquis, il a quitté Douala le 31 août 1958, et le 13 septembre, samedi 13 septembre 1958, il est mort. Voilà ce que je peux vous dire sur les derniers jours de Oumniobé. Voilà. J'ai déjà beaucoup bavardé. Oui, mais non, là, ça a plutôt été bref, parce que je ne sais pas si tu as fini par te recevoir ton retour écran, parce que je t'ai envoyé une deuxième fois, parce que tu étais à l'antenne tout seul. Moi, j'étais en retrait, donc on ne me voyait pas. Oui. Je ne viens que de réapparaître, c'est la magie de l'électronique. Tout de suite, parce que j'ai pris la parole à ce moment pour me voir. Donc, ça n'a pas été beaucoup bavardé aujourd'hui, puisqu'il n'est que 22h13. C'est vrai que pour vraiment bien étaler cette histoire, pour bien en parler, il vaut mieux découper ça. Il y a Mérimée Tchousetchoum qui dit: ma fille, son arrière-petite-fille, est née le même jour, samedi 13 septembre. Donc, Mérimée Tchousetchoum dit que l'arrière-petite-fille de Oumniobé est sa fille. Donc, il est probablement soit le beau-fils de la petite fille c'est-à-dire soit il a probablement épousé la petite fille de Oumniobé, soit quelque chose dans ce genre. Enfin, il pourrait nous expliquer pourquoi. Si tu nous expliques comment c'est comment l'arrière petite fille de ton, enfin, comment ta fille est l'arrière petite fille de Oumniobé, ce serait sympathique. Alors, voilà, c'est un témoignage de quelqu'un qui est en train de nous regarder en direct et qui dit que son arrière-petite-fille de Oumniobé est née le jour. Oui, le samedi 13 septembre 58, voilà. Oui. Le même jour. Et c'est à ce moment qu'elle est Oui. née. C'est peut-être prémonitoire. Quel triste sort. Oui. 13 septembre 1958. Ah oui, il dit qu'il est le beau-fils, donc il a certainement épousé la petite-fille de Oumniobé, donc forcément. Il y a monsieur Jesk Cameroun qui dit: bonsoir monsieur Heno, meilleur monsieur, que pensez-vous du fédéralisme tel que demandé par les écans? Non, c'est pas ça le sujet. Oui, mais il pose la question. Il faut rester dans le sujet. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour Evelyne, elle vient d'arriver. Oh, Mbombo vient d'arriver aussi. Il y a des gens qui arrivent maintenant. En réalité, ce qu'on pourrait faire pour lui répondre, c'est que pendant qu'on va organiser une émission sur le fédéralisme, si M. Heno est libre, il pourrait donner son avis dessus pendant quelques secondes en tant qu'invité. Ça dépendra de lui. Mais en fait, beaucoup de téléspectateurs, évidemment, comme tu es un témoin de l'histoire et que tu as beaucoup puisé dans l'histoire,
Ils ne se contentent pas que de t'entendre, ils veulent aussi savoir quel est ton regard eu égard à ton bagage. C'est-à-dire que eu égard à ce que tu as vu, eu égard à ce que tu as vécu, quel est ton regard par rapport à l'actualité réelle. Bonsoir Bombo. C'est comme ça qu'ils voient ça. Il y a très peu de questions là. Je ne vois vraiment pas de questions. C'est vrai qu'il est très difficile de trouver des questions à poser sur le sujet. C'est plutôt un exposé magistral, un cours magistral. Il y a très peu de questions. Bon, il y en a qui arrivent. Bonsoir à Ada, bonsoir. Bon, faites un tour de partage, c'est déjà très sympathique. Et en plus, n'oubliez pas de vous abonner à la page, comme ça vous allez être notifié très vite de l'émission. Sinon, vous arrivez quand on a un temps déterminé. Nous avons commencé à 21h. On essaie d'être toujours assez prompt avec le temps. Et malheureusement, vous savez très bien que nous, on n'aime pas faire attendre les gens. On aime vraiment que quand on lance l'émission, quand on dit 21h, on essaie de lancer l'émission entre 21h05 et 21h10, au trop tard à 21h15, de façon à ce que vous ne puissiez pas attendre très longtemps. Bon, oui, merci. Jean-Pierre Siguet dit que c'est l'histoire du Cameroun qui doit être enseignée depuis le cycle primaire. Voilà pourquoi il y a un tel manque de civisme. Voilà, ça c'est son avis. Voilà, Douce Atoba. Douce Atoba, c'est très bien. Tu dis, nous voulons une émission sur le fédéralisme communautaire. Sauf que c'est une terminologie que personne ne définit à part celui qui a créé la terminologie. Et il a d'ailleurs été invité dernièrement sur cette plateforme de façon avec d'autres pour qu'il y ait un débat. En plus, ça aurait été l'occasion pour lui de nous éclaircir, de nous dire ce qu'il y a derrière le cycle, derrière le mot. Malheureusement, il a décliné l'invitation 15 minutes avant le début de l'émission. Voilà. Donc, on verra s'il veut bien nous expliquer ce qu'il y a dans son mot, dans son cycle, fédéralisme communautaire. Moi, personnellement, je ne sais pas. C'est comme tous les sigles. Hein. Si on vous dit capitalisme, ça ne veut rien dire. Ça dépend de ce que la personne met dans le capitalisme. Si quelqu'un vous dit libéralisme, ça ne veut rien dire. Sauf s'il vous explique, j'entends par libéralisme ça. Comme exactement, nous sommes sur cette plateforme libéralisme participatif. Libéralisme parce que nous sommes dans un monde libéral. Et que ce n'est pas à nous, en tant que Camerounais, d'imposer le monde économique, le monde financier dans lequel il est. Il nous a imposé, on le subit. Donc, comme il nous a imposé, la meilleure tactique, c'est de se demander, puisqu'on a ces paramètres, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu comme sur un ring de boxe, vous êtes en face d'un boxeur, s'il est rapide, vous n'allez pas diminuer sa rapidité. Comme dans une équipe de foot, vous avez un attaquant qui dribble vite. Vous n'allez pas, vous devez vous demander, compte tenu de ce paramètre-là, comment je me comporte pour gagner le match. Voilà, mais vous n'avez pas d'impact sur qui il est. Vous ne pouvez que réagir. Donc, il y a des réalités comme ça sur lesquelles on n'a pas d'impact. On ne peut que réagir. Il y a des réalités sur lesquelles on peut réagir soi-même, travailler soi-même ses forces et ses faiblesses. Donc, très bien, encore beaucoup de gens connectés. Est-ce que vous avez des questions? Nicolas Olivier Esso dit, au vu de cet exposé, je réalise que l'UPC faisait une mauvaise évaluation des rapports de force. Ce fut peut-être un manque de réalisme politique. Qu'en pense M. Enom Yomese? Ça, c'est une question. Non, mais ce qui est sûr, c'est que le rapport de force était extrêmement défavorable à l'UPC. Extrêmement défavorable. L'armement provenait d'où? Quand ils attaquaient une gendarmerie, ils pouvaient récupérer 3 ou 4 petites mitraillettes. Bon, il fallait trouver les cartouches, les munitions. Ils les trouvaient où? C'était très difficile. L'armée, le CNO, c'était surtout une armée de machettes. C'était une armée de machettes face en face, une armée avec du matériel adéquat. En face, il y avait aussi les hélicoptères. Il y avait l'hélicoptère, il y avait un petit avion que l'armée française utilisait beaucoup. Le Broussard, c'était un petit avion avec un moteur. Tous ceux de ma génération l'ont connu. Il décollait sur un stade de football. Vous voyez, c'était un avion de repérage. Donc, quand il volait parce que c'était un avion qui volait à très faible vitesse, hein, à moins de 120 km/h. Hein. Donc, il avait la possibilité de survoler la forêt et de voir là où il y a des traces de vie humaine, puisqu'on avait demandé
aux populations de quitter la forêt. Quiconque allait être surpris dans la forêt allait être considéré comme un maquisard, comme on disait, et allait être abattu. Donc, le rapport de force était, voilà, sur le plan du matériel. Sur le plan des hommes, il y avait à peu près équilibre, parce qu'on dénombre, quand j'ai fait le total, des gens qui sortaient de Brousse en fonction des rapports que j'ai trouvés aux archives, il y avait à peu près 1200 personnes en Brousse. 1200 personnes, 1200 maquisards. Bon, on les formait sur le plan militaire de manière sommaire. Ils portaient des charges au dos, ils couraient, ils sautaient, ils apprenaient à nager. Bon, c'était sommaire. Par rapport à l'armée française qui revenait d'un échec cuisant en Indochine, et elle était bien aguerrie par ce qu'elle avait vécu en Indochine, cette humiliation. Elle avait du matériel, elle avait des hommes formés qui avaient fait des écoles militaires. Et face à eux, vraiment, les gens du CNO étaient courageux, ça c'est sûr. C'était de grands patriotes, de grands courageux, mais c'était rien par rapport à ce qu'il y avait en face comme puissance de feu, comme expérience, comme équipement. Bon, donc c'était une guerre ingagnable. Ça, il faut utiliser ce terme. Cette guerre était ingagnable. On ne pouvait pas la gagner. C'était bien courageux, mais on ne pouvait pas la gagner. Les anciens combattants ne pouvaient pas gagner cette guerre. Donc, effectivement, le rapport de force était extrêmement défavorable. Il était extrêmement défavorable. OK? Oui, je dis à tous ceux qui sont connectés qui peuvent appeler mon Messenger s'ils veulent poser des questions de façon orale. Ils m'appellent via Messenger, comme ça, leurs questions pourraient être écoutées. Parce que bon, n'ayez pas peur d'appeler sur mon Messenger, puisque la régie est très différente de mon smartphone. Donc, si vous appelez, ça ne va pas couper le direct. Ceux qui ne sont pas sur mon Messenger, ben, ils envoient une demande d'amis, je valide et ils se retrouvent dans mon Messenger. Ils peuvent donc appeler et expliquer leurs questions oralement. Ensuite, il y a la question de M. Ricky Sowe. Je pense que je prononce bien. Monsieur Hénon, ne pensez-vous pas que les institutions telles qu'implémentées par le colon français n'étaient qu'un stratagème pour légaliser le pillage et Ouniobé l'avait compris? Bon, tout ça c'est un débat. Tout ça c'est un débat. Ouniobé l'avait compris, certainement. Mais Nkrumah aussi l'avait compris. Vous voyez, Sékou Touré aussi l'avait compris. C'est un débat. Nkrumah l'avait compris. Il avait obtenu l'indépendance le 6 mars 1957. Sékou Touré l'avait compris. Il avait obtenu l'indépendance, c'était quand, le 28 septembre 1958. C'est un débat. C'est un débat. On peut pas trancher comme ça, oui ou non, blanc ou noir. C'est un débat. Moi, j'ai toujours ce mot de Nkrumah. Cette formule d'un Nkrumah aimait dire que la politique, c'est l'art du possible. Ce n'est pas l'art du rêve irréalisable. Donc, je répète ce qu'un Nkrumah aimait dire. C'est une citation d'un Nkrumah que j'aime beaucoup. La politique, c'est l'art du possible et non du rêve irréalisable. Le rapport de force, oui, et nous étions défavorables, pas seulement militairement, mais même administrativement, même économiquement, tout et tout et tout. Mais il fallait qu'on réclame l'indépendance. Nous n'avions pas de fonctionnaires, nous n'avions pas de cadres, nous n'avions rien. La France, l'Angleterre, le Portugal ne pouvaient qu'installer le néocolonialisme. Bon, pour le Portugal, vous voyez, ça a duré encore 15 ans. Parce que les guerres indépendantes de l'Angola, c'était en 1975. Qu'on appelle Guinée-Bissau, Mozambique, tout ça, ils ont encore subi le colonialisme pendant 15 ans. Les Espagnols ont encore fait subir aux Équato-Guinéens le colonialisme pendant 8 ans. Donc, c'était une question. Oui, ils ont mis en place. Le rapport de force était tel que nous ne pouvions rien. Je vous l'ai dit la dernière fois que le propre directeur de cabinet de Mida, il s'appelait monsieur Kourou. Il venait d'être chef de région à Yaoundé, c'est-à-dire c'était le français qui contrôlait l'actuelle région du centre. Ouais, parce que l'ancienne région Sanaga-Maritime, c'est un peu l'équivalent de la région du centre. Donc, voilà quelqu'un qui vient maintenant être le directeur de cabinet de Ndida. Ndida avait quel pouvoir, avec quel cadre? Moi, j'aimais aller taquiner Assal. Assal m'avait dit, Assal, le premier ministre du Cameroun à l'indépendance, il m'avait dit, mais ces blancs-là, un blanc entre dans mon bureau, je suis premier ministre, il se met à me gronder et je ne peux rien faire. Il dit, ce n'est pas moi seul. Le même blanc va chez Aïdjo, il se met à le gronder et il ne peut rien faire.
Je lui dis que mais vous pouvez pas refuser. Il dit on pouvait refuser et faire quoi? Tout ce qu'il fallait, c'est essayer de jongler avec ces gens. Nous n'avions rien comme pouvoir. Est-ce que ceux qui ont pris le machette pouvaient faire mieux? C'est parce que c'est la question qu'Assel m'a posée. Assel m'a demandé un jour, oui, mais toi, le jeune homme, là, tu dis toutes ces choses. Qu'est-ce que les machettes ont apporté? Qu'est-ce que les machettes ont apporté? Qu'est-ce que les machettes pouvaient apporter? Donc, il fallait mieux peut-être trouver une solution médiane, comme nous avons fait, comme le Nkrumah ont fait, comme les Sékou ont fait, comme les Nyerere ont fait, etc. C'était comme le Houphouët-Boigny a fait. On peut ne pas aimer ce que Houphouët-Boigny a fait par la suite. Mais c'est Houphouët-Boigny qui a, par exemple, c'est Houphouët-Boigny qui a apporté la formule de la loi cadre de fer. Que le nom, c'est de fer, c'est le nom de fer, Gaston Defferre qui est resté, mais c'est Houphouët-Boigny qui était ministre à la présidence du Conseil, c'est-à-dire, bon, on va dire, ministre au Premier ministère, qui a apporté, il y avait un blocage, les peuples africains voulaient l'indépendance, la France ne voulait pas. Bon, donc, Houphouët-Boigny a eu l'intelligence de trouver une solution médiane en disant, bon, ni indépendance, ni statu quo. On va donc créer l'autonomie interne, que quand même les gouvernements vont créer les gouvernements locaux et que les pays territoires africains aient donc, c'était une question de rapport de force. Oui, oui, nous ne pouvions rien. Je vous dis, jusqu'aux années 70, toute l'administration Yaoundé était blanche. Tout était... Mais, il fallait voir le défilé. Les Blancs remplissaient la tribune. Le premier directeur noir de l'INS, ça s'appelait à l'époque INS, Institut National des Sports, c'est M. Honda Siegfried. C'était quand ça devait être en 73. Il y avait le directeur, le blanc, là, ça s'appelait encore M. Marchandise. Ouais, même l'INS, même les profs de sport, on n'en avait pas. Parce qu'il ne faut pas juger les choses avec les yeux d'aujourd'hui. Revenons en 1958. Il y avait quoi en 50? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, et je vous dis, Assal m'avait bien posé la question en disant, toi, jeune homme là, bon, nous, on a été des traîtres. Nous sommes allés à l'Assemblée. Voici ce que nous avons apporté. Nous avons apporté, comment on appelle ça? Nous avons apporté le statut du Cameroun. C'est nous qui l'avons apporté, nous les traîtres. Nous avons apporté la citoyenneté camerounaise. Parce que nous l'avons obtenu le 16 avril 1957. Nous avons apporté le drapeau camerounais. Nous étions le seul territoire colonial français à avoir un drapeau avant l'indépendance. Voilà ce que nous on a apporté. Nous avons apporté le gouvernement camerounais, le 15 mai 1957. Nous avons apporté la date de l'indépendance. C'est une résolution que nous, les traîtres, nous avons prise à l'Assemblée législative du Cameroun en octobre 1958, décidant que c'est le 1er janvier qu'on lève la tutelle. Et cette décision, a été confirmée par l'Assemblée générale, la session spéciale des Nations Unies à New York, la session spéciale sur le Cameroun, qui avait lieu, s'était tenue fin février, début mars 1959, a confirmé notre décision de lever la tutelle le 1er janvier 1960. Il me dit, bon, voilà ce que nous on a apporté. Bon, fils, ceux qui ont pris les machettes, eux, ils ont apporté quoi? Réponds-moi. Et lui-même de répondre, ils ont apporté la main française. C'est ce qu'Assal m'avait répondu. Donc, c'est complexe, c'est complexe. Et il m'avait dit, parce que ce que je vous dis là, je reprends un peu ce qu'Assal m'avait dit, il m'a dit, un Nkrumah que vous honorez aujourd'hui, mais un Nkrumah était dans la même situation que nous, sauf que lui, il avait une situation avantageuse, il avait un colon différent. Il avait un colon différent, il a réussi à obtenir l'indépendance le 6 mars 1957. Mais nous, le groupe politique que nous avons constitué avec les Soko Priso et tout ça, nous avons essayé de transformer l'Assemblée territoriale élue le 23 décembre 1956 en Assemblée constituante, c'est-à-dire pour élaborer la Constitution du Cameroun et proclamer l'indépendance. Notre projet de contre-statut a été rejeté, nous étions minoritaires à l'Assemblée. C'est ce que Assal m'a dit. Mais nous pouvions, si les Camerounais qui sont allés à l'Assemblée avaient été d'accord avec nous, nous pouvions transformer le débat sur le statut du Cameroun en débat sur l'indépendance du Cameroun. Mais néanmoins, voici ce que nous avons obtenu. Mais ceux qui sont allés au maquis, ceux qui sont allés avec les machettes, ont apporté quoi? Voilà la question qu'il m'avait posée. Il m'a dit, voici ce que... C'est nous qui avons apporté le verre rouge. C'est nous qui avons apporté le 1er janvier 1960. C'est nous qui avons apporté toutes ces choses. Eux, ils ont apporté quoi?
Et lui-même de répondre, ils ont accordé l'armée française. Le feu, le sang, les larmes, les villages détruits. Bon, moi j'ai fait mieux. Oui, j'ai Monsieur Ricky Sowe au téléphone là. Je vous écoute là. Je vous écoute. J'imagine que vous voulez poser une question. Oui, oui, je voudrais. En fait c'est juste la continuité de ce que je voulais exprimer parce que au préalable, je lui ai posé une question à savoir si Oumiobe n'avait pas compris que les institutions donc le colon voulait implémenter étaient juste là pour filtrer la fiscalité et donner une légitimité au pillage. Donc, moi, je voudrais juste dire, moi, je suis beaucoup sceptique sur l'entité Cameroun. Bon, c'est bien beau de dire que les autres ont apporté le drapeau, ils ont apporté une nationalité, mais on ne leur a pas demandé un drapeau. Alors, qu'est-ce qu'une nationalité? Je ne pense pas que les populations de cette partie ce soir est assise un jour et dit qu'elles voulaient vivre dans une république, ou bien avoir choisi un drapeau. Vous lui avez demandé quoi? L'indépendance totale là, du Cameroun. Il est allé aux Nations Unies, les Nations Unies ont refusé de nous octroyer cette indépendance et on a préféré que la France vienne nous administrer. Donc cela signifie quoi? Il y a d'abord eu un complot contre la partie contre les populations de cette patrie. Il y a d'abord eu un complot dont le colon ne venait pas là pour nous aider. Le colon venait nous plier. Donc il n'y a pas eu un consensus généralisé de toutes les parties du Cameroun. Il y a eu des traîtres. Les gens qui disent qu'ils ont apporté un drapeau, moi je pense que c'est des traîtres parce qu'il y a eu des accords coloniaux qui ont été implémentés sans le gré de la population. On nous a imposé une république, on nous a imposé un État. Nous n'avons pas choisi de vivre dans une république. Donc, moi, dans ce sens, les gens qui disent que bon, ils nous ont apporté un drapeau, ils nous ont apporté ceci, moi je pense plutôt qu'ils ont été des traîtres. Parce que ce que Oumiobe revendiquait, il est allé aux Nations Unies, on n'a pas voulu nous octroyer une indépendance concrète, une indépendance totale. Donc, les rapports de force étaient contre d'abord la population du Cameroun, et nous vivons les conséquences de ces rapports jusqu'aujourd'hui. Voilà, nous sommes libres, nous sommes indépendants, et après nous avons quoi? Le sous-sol est toujours contrôlé par les autres. Bon, moi, je ne veux pas continuer, moi c'est juste mon point de vue. Merci. Oui, je voudrais enchaîner sur ce que vient de dire le monsieur. C'est qu'il y a comment dire, un passage de l'histoire sur lequel on est un peu silencieux. Oumiobe lui-même voulait participer à ce scrutin. Hein. C'est parce qu'il n'a pas été possible à l'UPC de participer à ce scrutin que le maquis est né. Il faut bien le comprendre. Oumiobe voulait être candidat. Oumiobe voulait être candidat à cette élection du 23 décembre 1956. Il voulait être candidat. Il voulait que l'on lève la sanction, l'interdiction de l'UPC. Il voulait être candidat. Donc, il voulait aller faire ce que les autres ont fait. Attention. Attention. Hein? Donc, il voulait être candidat pour aller débattre. Qu'est-ce que les autres ont fait? Ils sont allés débattre du statut du Cameroun. Parce que les élections du 23 décembre 1958 visaient à débattre. S'il vous plaît, quand vous parliez, je vous ai écouté. S'il vous plaît, lorsque vous parliez, je vous ai écouté. Le propos des élections du 23 décembre 1956 était sans équivoque. Il s'agissait de débattre du statut du Cameroun. Le statut, c'était quoi? C'était une constitution avant l'indépendance. Et l'UPC disait, nous ne pouvons pas ne pas participer à ce débat. Donc l'UPC voulait aller à ces élections. Ça, c'est une vérité historique. Si vous êtes un UPCiste, allez vérifier vos archives. L'UPC voulait participer à ces élections. C'est parce que l'UPC a été empêché de participer à ces élections que l'UPC a créé le CNO, le Comité national d'organisation, et a lancé le maquis. Le maquis, c'était pour protester contre l'impossibilité de l'UPC de participer à ces élections. Donc, tout ce que Oumiobe disait était vrai, mais ce que vous semblez escamoter est que Oumiobe lui-même voulait participer à ces élections. Il voulait aller à l'Assemblée dans le cadre de la loi cadre de fer. Il ne faut pas nier l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Si on avait accepté qu'il soit allé aux élections, il n'y aurait pas eu le maquis. Vous êtes d'accord avec moi? Le maquis a été déclenché parce que l'UPC n'a pas été accepté aux élections. Si l'UPC avait été accepté aux élections de la loi cadre de fer, il n'y aurait pas eu le maquis. C'est la vérité historique. Ok, et vous pensez donc que... Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut penser que c'était une fausse indépendance, une vraie. Ça, c'est l'histoire. Parce qu'ils ont réussi. Comment? Il est en train de demander si vous pensez que ceux qui disent qu'ils nous ont donné un drapeau en hymne national, s'ils ont réussi.
C'est sa question. Non, 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 moi je présente, je ne viens pas ici exposer mon point de vue. Moi je vous donne les thèses. C'est pour ça que, par exemple, les histoires des camps. Moi je vous présente vos thèses. Vous tirez vos conclusions. Je vous rappelle seulement que voici ce qui s'est passé, telle était la situation. Je vous ai donné différentes thèses sur la mort de Ouniobe. Celle de Chafar, celle de David Latita avec Delmonte, celle de Bassa qui disent qu'on l'a arrêté, on est parti le tuer à Yaoundé. Et moi, je prends toutes les thèses. Maintenant, aux auditeurs de se faire leur opinion. Moi, je ne veux pas donner mon opinion. Même, est-ce que ceux-ci ont été des traîtres, est-ce qu'ils n'ont pas été... Je vous présente tous les aspects. Maintenant, vous tirez vos conclusions. Moi, je ne suis pas là. Je ne vous endoctrine pas. Ok, d'accord. J'espère que vous êtes... enfin, vous avez entendu sa réponse, vous avez des informations. Non, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est rien, c'est moi qui vous remercie. La prochaine fois, d'ailleurs, on va essayer d'organiser des participations pour que vous apparaissiez à l'écran quand vous posez la question. On est en train de travailler techniquement pour ça, pour ceux qui veulent. Et on va aussi donner la possibilité pour ceux qui veulent appeler comme vous, comme ça. On va avoir les deux pour qu'il y ait vraiment des débats. Mais on va avoir une interactivité totale. Il manque juste quelques petits ajustements techniques. En tout cas, merci d'avoir participé. Oui, parce que ça, c'est notre pays. Et nous voulons des débats intellectuels pour l'émancipation de notre pays. Ça, c'est vrai. Nous aimons tous notre pays. C'est une histoire triste. Moi, ça me fait mal que les gens soient quittés de la France pour venir tuer nos parents. On les a jamais appelés. Et c'est eux qui décidèrent de nous imposer un mode de vie, un système politique que nous ne sommes jamais assis ensemble pour revendiquer une république. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Parce que moi, j'ai toujours dit, notre pays, il faudrait un consensus. Il faudrait qu'on revoie si nous voulons vivre dans une république ou bien nous voulons vivre dans un autre système. Ça, c'est un autre débat. Donc, avec ce genre de plateforme, on pourra un jour essayer de réfléchir, de poser des problématiques adéquates pour notre... Mais en effet, c'est le but de la plateforme d'ailleurs. C'est pour ça que je voulais organiser une plateforme sur le fédéralisme, parce qu'il y a quelqu'un, Roger Avigny, qui m'a envoyé le même message. Il me dit, ce que nous avons aujourd'hui, on nous l'a imposé, la République et tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que la cohésion est difficile et qu'il y a des problèmes de tribalisme, de fédéralisme, voilà, parce qu'on nous a, enfin, c'est son point de vue, hein. On nous a imposé une réalité politique, alors qu'il faudrait maintenant peut-être qu'on s'asseye pour repenser notre réalité. C'est chacun a son point de vue dessus. Je pense que c'est possible, mais moi je pense que ça demande justement que les gens réfléchissent, qu'ils s'asseyent, parce que sinon on passe de tension tribale en tension tribale, parce que le NOZO, on nous a exposé des tensions tribales. Ce qui se passe à l'ouest, c'est des tensions tribales. Maintenant, ceux qui parlent de la fédération et quand ce sont des tensions tribales. C'est-à-dire que c'est les tensions qui existent au sein de cet état dans lequel qu'on nous a imposé. Ça, c'est... On va justement faire des débats sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Donc, c'est parfois très inévitable qu'il n'y ait pas ce genre de questions, parce que dès que les gens ont entendu l'histoire, ils se projettent dans le futur, ils se projettent dans le présent et dans le futur. C'est inévitable d'avoir ce type de questions qui sont parfois un peu à l'extérieur de notre propos qui est essentiellement historique. Voilà quoi. Donc, on a eu un appel comme ça, il est 22h40, je ne sais pas, il y a encore beaucoup de connectés, je ne sais pas comment tu te sens. Et j'ai l'impression... 10 minutes encore et puis on arrête. Oui. Ah, ça dépend des questions qu'on a. Surtout à l'époque, il y avait en tout cas... Oui, il y a Gilbert Pascal Nzomo qui demande « Qu'en est-il de la médiation de Monseigneur Thomas Mogo ?» Mais je l'ai présenté. Thomas Mogo est allé voir Ouniobe 2 fois de suite. Ouais. La médiation n'a pas abouti. C'est ça. Et je vous ai présenté les 2 thèses. La thèse de Georges Safar est que Ouniobe n'avait fait que faire de la surenchère. Il demandait le poste de Premier ministre. Mais la thèse de Mme Moumié est que c'est plutôt Mesmer qui avait proposé à Ouniobe d'être Premier ministre et Ouniobe avait refusé. Moi, je prends les 2 thèses. Donc,
Maintenant, où la vérité, on arrive seulement à une vérité, c'est que il y avait une histoire de Premier ministre en jeu. Et que les pourparlers n'ont pas abouti. Et il faut dire qu'à l'époque, on n'était pas encore indépendant, donc Premier ministre, ça correspondait à chef, chef de l'État, quoi, à peu près. Oui, à président de la République. À président de la République, ouais, d'accord. Oui. En effet, Monsieur Julien Pascal Nzomo, merci de la question. Mais vous, si vous revoyez le débat, Monsieur Eno a abordé cet aspect avec le Monseigneur Thomas Mongo. Voilà, où il a parlé de ça à un certain moment. Matteo Ndougadi, je précise ici que le Cameroun est le seul pays en Afrique qui fait des débats du genre. Merci le président Paul Biya pour la stratégie d'un homme sage. Voilà, ça c'est une remarque, c'est pas une question. Je ne comprends pas la remarque de Mambombo. Voilà, oui, j'ai posé la question. Voilà. Matteo Mendouga, en effet, dit qu'il soutient le gré à gré de génération en génération. Maflo Ntoufina, bonsoir ici, bonsoir Maflo. Je regarde s'il y a des questions en fait, parce que comme les questions défilent sur mon écran, si je m'arrête comme j'étais là, je ne les vois plus. Donc je remonte un peu pour voir s'il y a des questions que je n'ai pas oubliées. Michael qui dit merci. Je crois que c'est assez pour aujourd'hui. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je pense que on pourrait abréger là. Il est 22h42. On peut arrêter là. OK. Oui. Donc, on vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h précise. Soyez précis. Parce que, comme on a découpé l'histoire là qui est longue, vous savez, M. Hénon a écrit énormément de livres. Et comme il y a des points précis sur lesquels il zoome, comme on a eu le cas de Paul Ajoula dernièrement, là on a parlé de Oumiobe, et on essaie de découper ça pour que ce ne soit pas très long et très pénible. On essaie de découper ça sur des émissions, là, 1 heure, 2 heures, et puis vous pouvez poser des questions. Merci pour ceux qui ont lancé les questions sur Messenger. Ceux qui veulent participer en posant les questions, c'est très simple. Ils m'envoient une demande d'amis, je valide sur Messenger, et puis après, ils posent des questions. Bon, et puis après, techniquement, on verra la possibilité de poser les questions vidéo. C'est très possible, mais il y a un petit souci technique qu'on va régler avec la plateforme. Ceci étant, merci beaucoup d'avoir été là. Faites un petit tour de partage, comme vous faites. C'est gratuit. N'oubliez pas de like, de like, c'est encore de like, c'est-à-dire de mettre un cœur ou un like. N'oubliez pas de vous abonner à la page. Moi, je vais laisser Monsieur Eno conclure en vous disant au revoir. On se retrouve certainement mercredi prochain. À vous, Monsieur Eno, pour la conclusion. Non, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est aussi notre approche de l'histoire, à savoir à travers ces grands hommes. Lorsqu'on on étudie la biographie de X ou Y, ça nous permet de comprendre un peu les batailles de l'époque. Donc, oui, on a parlé d'Ojoula, maintenant on parle de Oumiobe. C'est aussi notre approche, qui est différente de celle des dates. Mais en prenant tel homme a fait ceci, voici son parcours, voici. C'est aussi très enrichissant. Moi, je crois que c'est aussi une bonne approche. En tout cas, je souhaite une bonne soirée à tout le monde et puis à mercredi. Voilà, okay. Bonne soirée à tout le monde et à mercredi prochain. On ne vous retiendra pas beaucoup plus longtemps. On est ravis que vous ayez été là aussi nombreux.